Rebonjour, merci de nous rejoindre sur cet après-midi. Donc avec deux thématiques qui vont s'enchaîner, je le dis tout de suite, sur les véhicules, la mobilité sur les véhicules et les véhicules connectés et autonomes. Deux conférences qui vont se passer à deux endroits différents. C'est pour ça que je vous le dis tout de suite. Si vous voulez nous suivre sur le sujet, nous serons, je crois que c'est la salle d'après, avec 10 minutes lorsque nous aurons terminé celle-ci, qui va durer 50 minutes. On va essayer de se garder 5-10 minutes pour les questions dans la salle. Donc ne soyez pas timides, je le répète, parfois c'est un petit peu difficile à enclencher les questions, mais il suffit que la première soit posée et ça vient tout seul ensuite. Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez même les rédiger, hein. Parfois il y a des gens qui préfèrent les écrire, bah, pourquoi pas, hein. Mais donc on vous laisse aussi la parole en fin de session. Alors nous sommes sur le sujet, je le confirme, donc c'est les flottes mobiles et la mobilité, ce qu'on appelle aujourd'hui, on va le dire intelligente. Effectivement, on va expliquer pourquoi elle est intelligente. Avec 4 intervenants. Moi-même, je suis le même journaliste que hier et aujourd'hui, Pierre Mangin. J'ai un passé dans les télécoms, je n'ai pas dit d'ailleurs jusqu'ici. J'ai fait 10 ans dans le journal Réseau Télécom. Ensuite, j'ai lancé une start-up aussi qui s'appelle silicon.fr, Silicon Media. Et puis là, je suis indépendant, on va dire, vu mes cheveux blancs, avec 4 autres journalistes. Et je travaille pour tous mes anciens, donc ZDNet, silicon.fr, etc., Forms, voilà. Donc, sur les technos, je connais un peu, mais j'avoue que sur l'intelligence des automobiles, c'est le sujet d'aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je propose que chacun se présente pourquoi il est avec nous aujourd'hui, sa société, et qui il est, d'où il vient, éventuellement, voilà. Je commence alors. Donc, Marc Grosjean, je suis le dirigeant d'Answay. Answay, c'est une société qui fait de l'optimisation de tournée, donc de la construction d'itinéraires et de la planification, bien sûr, en amont, et du suivi d'intervention, et du suivi de logistique. Alors, pourquoi on est là aujourd'hui? Parce qu'on a une expertise forte, en fait, en tout ce qui est... on a un niveau de contrainte qu'on a intégré dans nos optimiseurs qui est assez fort, assez complexe, et notamment, on a intégré tout ce qui était mobilité durable, c'est-à-dire, en gros, tous les contraintes sur les véhicules donc électriques, les véhicules gaz, GNV. Et on a intégré toutes ces contraintes-là pour pouvoir construire des itinéraires qui dépendent en fait de l'autonomie, qui dépendent aussi des coûts des véhicules et des objectifs de roulage des véhicules. Toute la logique étant de dire, on avait hier des véhicules qui étaient indifférenciés. Aujourd'hui, on a des véhicules qui sont coûteux ou non coûteux, qui ont des contraintes très spécifiques d'utilisation. Donc on va adapter finalement, on va adapter l'usage du véhicule, d'une part au métier, mais aussi à la typologie de véhicule. Donc c'est en ça qu'on est présent et donc on a une expertise forte sur ces mobilités durables et sur ces véhicules électriques et gaz. Vous avez quel âge, la société? C'est une start-up? Oui, alors c'est une start-up, bien sûr. On est une spin-off en fait de l'INRIA. On est basé à Nancy. L'INRIA, oui. L'INRIA, voilà. C'est vrai. On est basé à Nancy. Ma ville natale, je vous l'ai dit. Et on est à peu près 10 aujourd'hui. Donc c'est un projet de R&D qui a commencé en 2011, qui a abouti en 2015 et on commercialise la solution depuis 2017. Donc voilà, on a aujourd'hui des clients à la fois dans la logistique, donc je vais en citer quelques-uns, Transalliance par exemple comme transporteur, mais aussi des plus petits qui aujourd'hui ont des besoins d'optimisation assez forts. Et puis on va travailler dans l'intervention avec des sociétés qui sont dans les utilities, notamment pour optimiser leur trajet au quotidien et optimiser leur planification aussi, prise d'appel, etc., pour que les rendez-vous se prennent correctement au vu de l'optimisation de tournée qu'on aura à faire par la suite. Answay, pourquoi? Answay, c'est donc le chemin des fourmis ou à la manière des fourmis. Ah, okay. C'est pour les gens qui sont un peu chercheurs en recherche opérationnelle, tout le monde, ils connaissent parfaitement l'algorithme des fourmis. Pour rappel, vous mettez un morceau de sucre quelque part, vous avez une fourmilière de l'autre. Au début, les fourmis cherchent un peu pour aller jusqu'au morceau de sucre, et puis à la fin, c'est une autoroute finalement pour pouvoir aboutir jusqu'au morceau de sucre. Ah ben oui. Donc voilà. On retrouve une structure très organisée et très organigramme à plat. C'est ce qu'on m'a dit aussi récemment. C'est ça, oui. Bon, bref. Alors, Bruno Morizur, Athlon, vous êtes dans la location de voitures d'entreprise. Alors c'est exact. Donc nous sommes dans la location longue durée de véhicules automobiles. Et donc à ce titre, nous fournissons des solutions à la fois de financement et de gestion de flotte, mais nous intervenons aussi en tant qu'intégrateur de solutions de mobilité. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Donc Athlon, c'est une société qui, au niveau européen, qui donc a une présence européenne, qui gère un parc d'environ 400 000 véhicules, qui a ses racines aux Pays-Bas
et qui, depuis décembre 2016, donc, fait partie du groupe Daimler. Nous avons été rachetés. Et donc à ce titre, nous sommes un loueur multimarque, donc bien que faisant partie du groupe Daimler, donc nous ne louons pas que des véhicules de la marque Mercedes ou Smart, mais donc voilà, donc c'est le cœur de notre métier. Et donc à ce titre, donc moi je suis là pour représenter, on va dire, le métier du loueur longue durée et du fournisseur de solutions de mobilité qui agit comme un intégrateur en général. Vous dirigez la France, hein, c'est ça? Vous êtes le directeur? Je dirige la filiale française. Absolument. Combien de personnes? Alors c'est à peu près 215 personnes donc aujourd'hui en France, avec une présence donc en province avec des agences commerciales et puis une plateforme opérationnelle. Donc notre siège est situé au Bourget et nous avons une plateforme également donc près de Toulouse à la Beige. Très bien. Michael, donc vous venez de Marseille, mais pas vraiment aujourd'hui, mais votre société, une start-up aussi, basée à Marseille. Absolument. Donc la société s'appelle ADD, mieux connue sous le nom d'Alerte Gasoil, qui est en fait le nom de la technologie. Alerte Gasoil. Alerte Gasoil. Donc on comprend tout de suite la thématique qu'on gère et que je vais vous expliquer. Donc effectivement, le siège est basé à Marseille. Moi personnellement, je suis plutôt le local de l'étape, donc ça m'arrange bien pour le coup. Alerte Gasoil a été créée en 2009. Moi personnellement, je viens du monde de la télématique et on va dire de la connexion des véhicules industriels depuis une vingtaine d'années. Depuis, on va dire, la jeunesse de la télématique, à savoir l'arrivée de la communication sans fil et la capacité d'aller connecter ces moyens de production, parce qu'un véhicule industriel reste un moyen de production. La difficulté, lorsqu'il est à l'extérieur, c'est qu'on perd la traçabilité, la vue sur ces moyens-là. Donc au fil du temps, effectivement, sont arrivés un ensemble de capteurs au niveau des véhicules qui vont venir finalement justifier l'activité de ce véhicule. Puis derrière ça, il faut des moyens de transmission de l'information, de collecte et d'interprétation en vue de donner à l'exploitation finale, je veux dire, tous les outils, tous les indicateurs de performance en vue d'optimiser justement sa flotte, son exploitation. Et puis effectivement, depuis 2 années, moi j'ai rejoint Alerte Gasoil pour travailler plutôt sur une niche dans ce monde de la télématique où de l'information, il y en a énormément, hein, entre le travail du conducteur, la pression des pneus, les ouvertures de portes et tout le reste, c'est relativement large et complexe. Et puis se sont dégagés des métiers d'expertise parce qu'il faut vraiment aller quelque part collecter, mais surtout interpréter cette information pour la rendre un peu intelligible. C'est ce que nous faisons, nous, au niveau de la thématique forte du carburant qui prend une ampleur aujourd'hui énorme. Hein. On le sait tous avec les approches d'émissions de CO2 qui sont très fortes. Il faut savoir que les véhicules industriels roulants polluent à 25% au niveau mondial sur les émissions de CO2. Donc c'est un secteur qu'il est nécessaire aujourd'hui de travailler en vue de limiter et de réduire. Et il faut savoir qu'on est depuis quelques mois, donc malgré la jeunesse de la société, on a été créé il y a une dizaine d'années, on est une 60 personnes, on est un des acteurs forts aujourd'hui au niveau du Parlement européen, justement pour apporter cette expertise de maîtrise de la consommation de carburant au travers de notre solution technologique de télématique. Donc ma présence, elle est naturelle dans le monde de la mobilité, on va dire, des véhicules industriels et de l'information qui régissent ces véhicules. L'actualité préoccupant, réchauffement climatique. Absolument. Soyons responsables. Edenred, alors on ne va pas faire toute l'histoire, mais je m'avais fait redécouvrir que c'était le groupe Novotel à l'origine, devenu Accor. Et puis c'est une partie de l'activité du groupe maintenant qui a été réunie dans Edenred et services. Oui, absolument. Donc je suis Antoine Dumurgier, je suis le directeur général des solutions de mobilité professionnelle du groupe Edenred. Edenred en France est particulièrement connu du grand public avec des marques telles que Ticket Restaurant ou le chèque cadeau Cadeos. En fait, on est le leader mondial des moyens de paiement spécialisés pour les entreprises. Et effectivement, nous faisions partie du groupe Accor jusqu'en 2010. En 2010, il y a eu un spin-off et on est devenu Edenred, donc société cotée à Paris indépendante. Et donc, je m'occupe de nos activités de carte carburant, moyens de paiement de péage, entretien des véhicules, etc. Donc, en fait, tous les services dont les gestionnaires de flotte peuvent avoir besoin pour optimiser le coût et l'utilisation de leur flotte. Et pour l'anecdote, mon titre en anglais est Chief Operating Officer, Fleet and Mobility. Et voilà. Et donc, nous sommes au cœur de la mobilité. Fleet, la flotte. Voilà, bien compris. Ok. Alors, on a bien préparé ensemble, on va dire, 4 thématiques. Je vais les résumer. Les nouveaux usages et les enjeux du transport, le véhicule connecté et véhicule autonome. On aborde un petit peu sur la conférence suivante, mais c'est bien de en parler avec vous aussi. La gestion des flottes automobiles et les nouveaux services
perspective un petit peu future. D'accord ? Alors, bon, on va refaire le tour de table. Nouveaux usages et enjeux. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme enjeu important aujourd'hui, en termes d'usage, en termes de sujets de préoccupation, thématiques dans les entreprises ? Donc, on repart avec C'est plus vaste que ça. Answay. En gros, là, ce qu'on se revoit, c'est que clairement, il y a des enjeux, des enjeux climatiques qui s'offrent à nous aujourd'hui. Donc, il y a des énergies à pousser qui sont l'énergie électrique, enfin les énergies ou GNV, on va dire, qui sont des énergies qui sont moins consommateurs de CO2. Il y a un enjeu aujourd'hui qui est un enjeu de consortium aujourd'hui entre, à mon avis, à notre avis, en tout cas chez Answay, entre différents acteurs pour pouvoir construire une offre qui ne soit plus technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez électrique, on parle technique directement. On parle borne, on va parler consommation, on va parler, je sais pas moi, différents éléments techniques en fait qui vont finalement alerter l'utilisateur sur l'usage du véhicule électrique. Mais en fait, il faut arrêter. Enfin, pour nous, il faut arrêter ce discours pour pouvoir parler d'usage. Demain, ce qu'on imagine, c'est un loueur, par exemple, qui vous propose un véhicule électrique avec la borne en même temps et avec le contrat d'énergie en même temps. C'est-à-dire que il faut qu'on arrive à faciliter l'usage en fait des différentes énergies pour qu'on puisse l'accaparer. Je confirme, j'ai un voisin qui vient d'acquérir une Zoé et il n'arrête pas de me parler de problématiques parce qu'à Paris, c'est très particulier pour la connexion. Il est obligé d'accumuler des cartes pour se recharger quand il va en province, il va en Bretagne. C'est un vrai sujet. Hein. Donc l'enjeu pour nous, en tout cas pour le développement de ces énergies-là, c'est globalement qu'il y ait un acteur qui se déclare un petit peu et qui puisse dire « je vais m'occuper de l'usage » et qui développe du service autour de ça. Alors il y a des services aujourd'hui qui sont développés au niveau des cartes, par exemple, pour prendre de l'énergie, etc. Il y a les applis qui commencent à naître, etc. Mais il y a encore beaucoup à faire, en tout cas, pour que l'usage soit simple. J'aimerais juste rebondir effectivement sur cette parenthèse liée à l'approche énergétique et climat, puisque forcément j'y suis souvent confronté. Alors oui, on met souvent en avant aujourd'hui les mutations énergétiques qui sont importantes dans des effets de masse pour transformer le diesel vers de l'électricité ou autre. Bon, il faut savoir que l'électricité aujourd'hui n'est pas prouvée comme une énergie verte aussi vertueuse qu'on le pense. Même d'origine nucléaire. D'origine nucléaire, donc forcément il y a des impacts qui se feront à différents niveaux. Il y a surtout quelque chose qu'on oublie, c'est l'acteur. C'est l'acteur qui finalement devient l'acteur polluant, à savoir le conducteur, puisqu'on parle de flotte aujourd'hui, que ce soit le véhicule léger ou le véhicule industriel, et surtout le véhicule industriel. Aujourd'hui n'est pas mise en avant ou pointée du doigt ou mesurée quelque part la typologie de maîtrise de son véhicule. Je parle des ralentis dans la route, je parle des phases d'accélération. Tout ça se mesure aujourd'hui. Il y a des règles qui sont connues et reconnues, mais qui ne sont pas appliquées. Il faut savoir qu'un impact conducteur aujourd'hui, c'est facilement 10% sur sa consommation et donc sur les émissions de CO2. Et c'est peut-être quelque chose qui manque aujourd'hui dans le discours, de changer les comportements, parce que les moyens justement techniques de connectivité et de l'information permettent cette mesure-là et permettent de faire une restitution au conducteur en temps réel ou en différé. Et là, déjà, on va gagner beaucoup sans avoir besoin de transformer notre parc. Aujourd'hui, transformer des véhicules vers de l'électrique, c'est du temps, c'est de l'infrastructure, on n'y est pas, on peut déjà faire ces changements-là. Et pourtant, ces changements ne sont pas opérés et reviennent très peu dans les débats politiques. Mais c'est parce que vous préconisez des contraintes, enfin, un cadre contraignant. Est-ce que ça ne peut pas être par l'auto-information, l'auto-sensibilisation, la responsabilisation ? Absolument, ça passe par simplement une Parce que là, auto-sensibilisation. Ça veut dire la mise en avant et l'utilisation de moyens qui permettent à chacun d'entre nous de s'auto-contrôler quelque part et qui aujourd'hui figurent très peu. Donc c'est très facile de qualifier ce nombre de freinages, la puissance du freinage, l'accélération. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des mesures qui sont très très simples aujourd'hui et qui sont très très peu utilisées. Je pense que le sujet est très large que vous abordez, mine de rien. C'est que c'est la responsabilité de Absolument, chacun. Mais totalement. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à dire c'est le gouvernement, c'est ma société, Absolument. c'est la collectivité, c'est la ville de Paris, Oui. c'est etc. Oui. En réalité, si on veut avancer face à ce qu'on doit dire une catastrophique, parce que tant qu'on n'a pas vu que c'était une catastrophe, j'entendais ça encore il y a 2 jours, on n'est pas sensibilisé. Totalement. Et peut-être pour compléter ce que dit Michael, je pense que pour agir, il faut d'abord savoir et mesurer et avoir les bons indicateurs. Aujourd'hui, je pense que peu de gens savent exactement combien ils consomment au 100 et l'impact de leur comportement. C'est pour ça que chez Edenred, on travaille beaucoup avec les gestionnaires de flotte et on met à leur disposition des indicateurs avancés de performance de consommation kilométrique
pour que le gestionnaire de flotte puisse très facilement, sur un tableau de bord très simple, comparer la performance de différents chauffeurs professionnels donc, qui ont à peu près le même type de véhicule, le même type de parcours. Et donc, on peut voir d'un chauffeur à l'autre, effectivement, des écarts de 20 à 30%. Et donc, pour faire ça, grâce à nos cartes carburant, on connaît le nombre de litres qui sont remis régulièrement dans les réservoirs. Grâce à un suivi de véhicule, on connaît les kilomètres parcourus. Et donc, on peut calculer très précisément des performances kilométriques en consommation. Il y en a un de vous qui m'a dit d'ailleurs que c'était des mesures parallèles, c'est-à-dire que par rapport à la lecture officielle ou du véhicule, vous avec le système de... En fait, il y a plein de manières de faire. Je pense que l'approche d'Air Gazole est extrêmement intéressante et tout à fait complémentaire de ce qu'on fait. Nous, on va avoir une approche, comme on gère la carte carburant, on sait précisément le nombre de litres qui sont mis dans le réservoir. Ça, c'est une manière de faire. L'autre approche consiste, si je comprends bien, à mesurer directement la quantité dans le réservoir. Mais in fine, ce qui est important, c'est qu'on va apporter des informations aux gestionnaires de flotte pour qu'ils puissent justement avoir une action proactive, parler avec ses chauffeurs justement pour que les gens lèvent un peu le pied et consomment au plus juste. Et évidemment, derrière, il y a des enjeux aussi d'économie très importants. Michael. Oui, juste préciser effectivement par rapport à cette remarque sur la transparence de l'information et la connaissance de l'information en termes de consommation et d'émissions de CO2. Et effectivement, vous le disiez, entre les performances annoncées par les constructeurs, quels qu'ils soient, véhicules légers ou véhicules lourds, et ce que vous êtes amené à performer lors de l'usage de ce véhicule, les écarts sont énormes. Et les dernières publications européennes qui remontent à 2 semaines montrent que ces écarts, non seulement sont importantes, mais elles grandissent dans le temps. Et juste pour vous donner un chiffre... que de la triche, là. Non, on parle pas que de la triche. On parle des mesures optimisées de laboratoire, puisque les contrôles sont faits au laboratoire et publiés en laboratoire. Par contre, quand on passe de la phase laboratoire à la phase usage tout à fait normale, c'est-à-dire les conditions de laboratoire sont plus du tout respectées. Juste pour vous donner un chiffre, en 2016, l'écart donc entre une publication officielle d'information de consommation d'un véhicule et ce qui est constaté dans le terrain, c'est 40%. Voilà. Donc quand vous achetez un véhicule, attendez-vous à consommer 40% de plus. Oui, là, ça laisse perplexe. Bon, d'autres, on enchaîne sur... Peut-être pour revenir effectivement sur les enjeux du transport automobile, du secteur du transport automobile, donc la transition énergétique qui est liée par cette dimension écologique effectivement est extrêmement importante. Et c'est un vrai sujet pour les loueurs de manière générale, parce qu'aujourd'hui, 90% des flottes des loueurs, des véhicules que l'on met à la route, sont des véhicules diesel. Donc on a un différentiel extrêmement important avec ce qui se trouve vis-à-vis du particulier aujourd'hui. Et donc c'est un enjeu donc, pour nous. Donc ça c'est un premier point. Parce que c'est des gros roulages, comme vous dites. Parce qu'aujourd'hui, il y a une fiscalité qui fait que le diesel est toujours plus économique pour une entreprise. Et il faut une décision politique au niveau de l'entreprise pour pouvoir se passer du diesel et basculer soit vers l'électrique, soit vers un moteur thermique, enfin l'essence. La fiscalité est en train de changer là. Elle est en train de oui, elle est en train de changer. Et donc on voit effectivement une tendance. Néanmoins, c'est une tendance effectivement qui s'amorce. 40% du diesel en France maintenant, d'achat neuf. Oui. Mais les loueurs donc représentent à peu près un tiers, et donc on en est à 90%, quoi. Parmi les autres enjeux, ce que l'on voit également, et c'est le sujet aussi un peu avec ça, c'est que c'est au niveau des technologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde du transport automobile, on voit arriver, donc, on parle de véhicules connectés, justement, véhicules autonomes, véhicules électriques. Donc tout ça, ce sont des nouvelles technologies qu'il va falloir donc prendre en compte. Et donc à côté de ça se développe un certain nombre de services, et donc ce sont des services qui sont proposés par les entreprises représentées ici, mais aussi donc dans ce salon, avec le développement. Donc on a vu l'usage des taxis, des VTC qui se font donc avec réservation, paiement à partir de smartphone. C'est effectivement l'autopartage, le covoiturage. Donc tous ces services sont des services nouveaux qui vont justement induire de nouveaux usages et de nouveaux comportements des consommateurs. Par exemple, l'accompagnement du véhicule, c'est aussi une tendance d'amener le véhicule à l'entreprise. C'est une demande, ça, par exemple, de pas aller où est je veux le véhicule de location. Alors c'est de la longue durée, vous. Alors c'est de la longue durée. Donc nous c'est la longue durée. Donc en fait le principe de la longue durée, c'est que nos clients donc entreprises qui vont d'ailleurs ça va du professionnel TPE jusqu'aux grandes flottes, donc choisissent dans le cadre soit d'une car policy, mais choisissent un véhicule. Et une fois qu'ils ont choisi ce véhicule, donc, on l'achète et on leur loue sur une durée donc, généralement d'environ 3-4 ans. C'est généralement Vous me disiez... Pardon, je vous ai interrompu. Oui, non, en général, donc la durée des contrats, en fait, c'est un peu plus de 40 mois, 42 mois. C'est 100 000 km à peu près en moyenne.
Et en revanche, ce que l'on voit dans les usages, donc au niveau des clients donc flotte, c'est que l'on voit que cette durée, ce kilométrage se réduit d'année en année en tout cas. Donc l'usage aussi commence à évoluer au sein des entreprises. Nous avons un visiteur impromptu là. Sur les services, vous avez la flexibilité, je crois que vous l'avez dit, de pouvoir changer le véhicule pour le week-end, c'est ça? C'est vous qui m'avez dit ça? Alors, nous proposons un service effectivement qui s'appelle Flex to Use, qui permet, dans le cadre d'un budget défini, donc un budget mobilité pour un certain montant, d'opter pour un véhicule petit, par exemple la semaine, et puis le week-end ou pour partir en vacances pendant 3 semaines, d'avoir un véhicule de taille plutôt familiale. Donc ça, c'est un produit que l'on propose et que l'on a développé justement pour pouvoir nous adapter aux demandes de nos clients. D'accord. Sur les nouveaux usages, peut-être oui. Peut-être pour finir sur les enjeux, c'est vrai que on parle beaucoup dans les médias de véhicules électriques, de nouvelles mobilités, etc. Mais en tout cas, nous, l'enjeu qu'on voit à très court terme chez tous nos clients, et juste en 2 mots, hein, on distribue des cartes carburant partout dans tous les pays européens, mais également en Amérique latine. En fait, c'est l'augmentation des prix du carburant, de manière toute simple. Et parce que dans notre clientèle, la moitié c'est du transport, la moitié c'est, on va dire, de la flotte avec des véhicules plus légers. Et donc l'augmentation du carburant, c'est un énorme souci, puisque vous savez que le baril a remonté. En France, les taxes augmentent en particulier. D'ailleurs, c'est intéressant quand on regarde la consommation moyenne par carte par mois, c'est-à-dire en fait par véhicule par mois, on voit actuellement une baisse de 4-5%. C'est-à-dire qu'en fait, quand les prix remontent, même sans avoir des outils sophistiqués pour mesurer la performance, les gens en fait lèvent un peu le pied ou renouvellent leur flotte pour avoir des véhicules un peu plus performants. Et donc, c'est pour ça qu'une des réponses qu'on apporte, notamment sur le marché français, c'est permettre l'accès des professionnels aux chaînes de supermarchés. Vous savez qu'en France, les supermarchés ont une majorité de parts de marché donc pour la distribution de carburant. C'était jusqu'à il y a quelques années assez peu ouvert aux professionnels, qui allaient plutôt dans des grandes enseignes pétrolières. Et en fait, Edenred opère des cartes carburant qui donnent accès à Intermarché, à Auchan, à Carrefour, etc. Et donc qui permettent aux pros de bénéficier de l'essence à prix plancher. Et ça a une énorme valeur pour eux. Très bien. Sujet suivant, sur les usages, je pense que c'est bien. On a fait un... Oui, alors, le véhicule connecté, le véhicule autonome, quelle est la différence voilà. Est-ce que le même véhicule peut devenir autonome ou le véhicule... forcément, il est autonome, il est connecté. Mais est-ce qu'un véhicule connecté par moment, ou autonome par moment, peut être autonome, non autonome? Je ne sais pas, on a évoqué ça. Je peux un peu parler effectivement du véhicule connecté, qui historiquement date depuis bien plus longtemps, puisque la partie connexion, c'est, comme je le disais en préambule, c'est de recueillir l'ensemble des informations qui vont venir qualifier le bon usage d'un véhicule et du comportement et du fret et de la marchandise. Donc, tous ces véhicules, au fil du temps, ont été équipés naturellement par les constructeurs de capteurs d'informations qui vont venir à l'instant T vous dire comment ça se passe au niveau technique, au niveau moteur, au niveau freinage. Est-ce qu'on est bien à l'heure? Est-ce que je dois avertir mon client? Donc cette information, elle est connue au niveau véhicule. La grande difficulté au fur et à mesure des années a été la collecte et la transmission de l'information, parce que ça fait de la masse d'informations. Juste sur la partie carburant, qui est la nôtre, c'est 3,5 millions d'informations par mois par véhicule. Donc on est dans le monde du big data. Donc si on multiplie tout ça par... tous les capteurs qui sont aujourd'hui disponibles au sein des véhicules, c'est juste énorme. Et derrière, il y a toute l'expertise d'analyse pour rendre cette information utile pour l'exploitant. Donc, la connexion consiste effectivement à recueillir l'ensemble d'informations qui régissent le bon comportement d'un véhicule. Après, je serai peut-être la parole sur la partie autonomie. La partie autonomie, c'est finalement intégrer ces informations-là de manière embarquée et de laisser une intelligence naturelle qui vient suppléter quelque part celle de l'homme pour... faire le travail à la place de l'acteur conducteur qu'on connaît aujourd'hui, et ça existe de plus en plus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, certains opérateurs intègrent la topologie, intègrent le comportement du véhicule pour anticiper des cotes, anticiper un trafic tout à fait normal. Donc, le monde entre la connexion et l'autonomie, il est relativement clair, à mon sens. Si ce ne l'est pas, on pourra parcourir là-dessus. Mais on arrive sur cette phase de l'autonomie aujourd'hui qui n'a été rendue possible que par... finalement la capacité d'analyser le fonctionnement d'un moteur de manière numérique. Donc l'information est disponible. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui va faire son œuvre pour transformer... Combien il y a de capteurs à peu près sur un véhicule aujourd'hui, les informations que vous utilisez, vous, par exemple? Alors,
Parce Nous, qu'il y a nous, tout- à notre il y a niveau, toute la simplement, partie ouais. mécanique. Tout à fait. Pour qualifier simplement le carburant, c'est 20 capteurs différents au-delà du carburant, hein. Donc on va analyser le moteur, on va analyser, je l'ai dit tout à l'heure, le freinage, la position GPS. On va venir enrichir parce qu'une information esselée aujourd'hui sera difficile à analyser dans un contexte. Il faut un contexte important. Et ce contexte-là de consommation, par rapport justement aux enjeux de nos transporteurs, c'est que la finalité, c'est de tout croiser et tout consolider pour que 1 et 1 ne fasse pas 2 mais fasse 3. Donc on parle aujourd'hui beaucoup de pots communs où toutes ces informations vont venir à un moment donné être consolidées, puis on va apporter une vision, une plus-value qu'on n'aurait pas eu simplement en analysant chacun des secteurs séparément. Donc le nombre de capteurs sur lesquels on travaille. J'ose même pas C'est annoncer 25. de chiffres, c'est juste énorme. C'est des milliers de capteurs aujourd'hui sur un Ah véhicule bon industriel, absolument, oui, absolument. Milliers de Ouais, capteurs. aujourd'hui on connecte la remorque, on connecte l'embarqué, on connecte le conducteur, on connecte les marchandises. Vous disiez Il y a 24. rien 24 que juste pour la partie euh, consommation qui est la nôtre, hein, qui est tout petit oui. dans ce monde complexe, hein, de l'information D'où- roulante quelque part. D'où le caractère indispensable de l'analyse derrière, intelligence artificielle, etc. Totalement, alors. absolument. Peut-être. Bon, Pardon. chacun. Je Allez-y. disais, je souhaitais simplement dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire finalement sur le véhicule connecté parce qu'aujourd'hui, il existe une norme qui permet de remonter en fait l'ensemble des données capteurs sur certains capteurs, mais il reste encore des capteurs finalement qui sont pas forcément accessibles. Là, notamment sur les véhicules électriques, sur les véhicules GNV, il reste beaucoup à faire. Et simplement aussi pour dire qu'aujourd'hui, vous voyez encore des boîtiers dans les véhicules. Alors qu'il y a des web services qui existent, les constructeurs peuvent mettre à disposition des web services qui ne sont pas forcément ouverts. C'est-à-dire qu'il y a PSA qui a mis en place une plateforme qui permet d'aller chercher la donnée. Renault en a une. Nissan, je crois, en a aussi une. Mais certains constructeurs n'ouvrent pas forcément finalement ces données pour pouvoir aller chercher la donnée et faire du service avec. Et légalement, on peut pas, juridiquement, il n'y a pas de moyen d'obtenir. Il y a aujourd'hui des normes juridiques, effectivement, mais qui n'obligent les constructeurs qu'à ne livrer qu'une certaine partie de toute la connaissance. Donc il y a un standard qui s'appelle le standard FMS européen, qui oblige la mise à disposition d'informations, mais qui n'est pas l'exhaustivité possible disponible. Et en fait, derrière ça, on voit qu'il va y avoir en fait, demain une grande bataille pour la donnée, puisque effectivement, on peut tirer énormément d'intelligence et de bonnes recommandations pour le gestionnaire de flotte avec cette donnée. Et donc la grande question, c'est qui va y avoir accès, dans quelle quantité et selon quel modèle économique. Est-ce que la donnée appartient au constructeur? Est-ce qu'elle appartient au au loueur? Est-ce qu'elle appartient à l'utilisateur? Et aussi, quid des données personnelles? Vous connaissez bien la RGPD, donc la nouvelle réglementation sur les données personnelles. Donc là, il y a énormément de questions qui se posent. Ce qui paraît à peu près certain, c'est que progressivement, les boîtiers externes qu'on branchait sur les véhicules vont disparaître, puisque l'information va remonter nativement des véhicules. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a pas mal de grandes manœuvres autour de ces sujets. Celle des contrôles techniques, typiquement, c'est ça? Celle des bancs techniques? En fait, on parlait de milliers de capteurs. En fait, il y a énormément d'informations sur le fonctionnement du moteur, température, pression, etc., qui peuvent remonter. Encore faut-il y avoir accès. Tous les constructeurs n'ouvrent pas forcément tout, parce qu'ils peuvent également avoir des stratégies de monétisation, de valorisation de ces données. Et voilà, mais je pense qu'à la fin, tout ça va converger, puisqu'à la fin, le client, c'est quand même la personne qui utilise le véhicule, et il faudra bien pouvoir lui apporter le bon service. Peut-être pour revenir effectivement sur la partie véhicule connecté. Donc là, on parle du véhicule connecté qui a un accès Internet et qui permet de récupérer les données, d'en faire de l'analyse et de créer, on va dire, des services à partir de ces données. Il y a une autre dimension qui va apparaître dans les années à venir, qui est le véhicule connecté qui sera connecté avec des éléments d'infrastructure, donc routiers par exemple, ou voire même des véhicules qui seront connectés entre eux et qui, de ce fait, vont pouvoir se parler, si je puis dire. Et c'est là que se fait le lien, d'une certaine manière, avec le véhicule autonome pour voir un peu le monde de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, le véhicule autonome, il y a 5 niveaux définis. Enfin, ça va de 0 où il n'y a absolument pas d'autonomie à 5 où le véhicule est complètement autonome. Le 1, c'est simplement vous avez une assistance au conducteur qui est faite. Niveau 2, c'est ce qui vous permet par exemple d'avoir la fonction park assist, donc de laisser le véhicule se garer tout seul. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, donc, le véhicule autonome, il en est au niveau 3. Donc c'est le véhicule que vous voyez qui est mis à la route par tous les constructeurs automobiles, voire par les GAFA également, les Google. Donc c'est le niveau d'autonomie que l'on a. Et donc effectivement, l'enjeu du véhicule connecté et du véhicule autonome, c'est de faire que demain, il va y avoir de nouveaux services qui vont se développer. Et 5, c'est typiquement la navette sur un aéroport équivalent sur rail. 5, c'est le véhicule qui est complètement autonome, vous n'avez plus de volant, et puis vous roulez, vous avez le siège conducteur qui est tourné vers l'arrière. C'est le prototype de Renault, là,
qu'on a vu. C'est par exemple, voilà, ouais, exactement. Donc ça c'est un peu on se projette. Alors on dit que c'est le monde de demain d'une certaine manière, mais il y a beaucoup de constructeurs qui voient ça donc dans un avenir relativement proche. Et donc on va voir effectivement des services comme par exemple les taxis. On va voir apparaître des robots taxis, donc des véhicules autonomes qui seront mis à la route et qui permettront ensuite dans les usages donc à tout à chacun de pouvoir donc utiliser ces moyens de transport pour un prix qui normalement donc serait à peu près équivalent à ceux des transports en commun aujourd'hui. C'est le sujet de la table ronde suivante et on verra qu'il y a pardon. énormément de difficultés, on n'y est pas encore. Mais non, mais c'est intéressant parce que ça prouve qu'on en enchaînera. Mais là, pour le moment, c'est les nouveaux services. Alors moi, je voulais justement, vous l'avez dit, les GAFA, dans le niveau 3, et je voulais vous poser tout à l'heure la question, la récupération de ces informations. Et on va pousser la transparence, mais en même temps, effectivement, il y a une possibilité que des acteurs exogènes, j'allais dire, viennent mettre le grappin sur ces informations. Oui, c'est sûr. Le monde du transport et de la mobilité intéresse énormément d'acteurs, y compris les GAFA. Mais j'aimerais juste également rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, sur le fait que quand il y aura ces fameux véhicules de niveau 5 totalement autonomes, peut-être qu'en fait les gens ne posséderont plus de voitures et les gens vont utiliser ce qu'on appelle, avec un mauvais anglais, Mobility as a Service. C'est-à-dire qu'en fait les gens vont avoir une forme d'abonnement mensuel qui va leur donner droit à un certain nombre de transports en VTC, donc plus ou moins robotisé, en transport public, en vélo, en trottinette, etc., etc. Et on voit aujourd'hui beaucoup d'initiatives. Donc il y a des startups dans les pays nordiques qui vous proposent un abonnement, donc 500 € par mois. Donc 500 € c'est une grosse somme. Mais en échange, vous avez un accès illimité à tous les moyens de transport. Et c'est vrai que si vous faites bien vos calculs avec l'amortissement de la voiture, le carburant, les assurances, etc., on n'est pas forcément très loin de cette somme. Et donc nous, on voit bien effectivement à horizon 5-10 ans ce type d'abonnement se multiplier. En particulier dans le grand public, la question c'est au niveau de l'entreprise. C'est sûr que si vous êtes un chauffeur professionnel avec votre camion, vous n'allez pas utiliser ce genre de solution. Alors, on enchaîne sur les services en fait de gestion de flotte. C'est le sujet parce que je vois que le temps court. Préparez les questions, n'hésitez pas, mais on a quand même prévu de parler des nouveaux services sur les gestions de flotte justement d'entreprise, location ou pas. Il y a beaucoup d'outils, par exemple, qui permettent déjà de faire de la maintenance préventive. C'est réel ça aujourd'hui ou c'est encore ça permet de planifier les retours au garage, etc., les changements de pneus. Vous le faites sur une grosse flotte, c'est le cas? Alors, il y a deux choses. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, donc, quand vous avez donc, un véhicule un peu haut de gamme, donc vous avez le kilométrage qui est transmis notamment à votre constructeur. Le constructeur vous appelle en vous disant, et donc spontanément, donc, vous demande s'il peut prendre rendez-vous. Enfin, il vous propose quelques dates de rendez-vous. Donc ça, c'est des choses qui existent aujourd'hui. C'est lié à la garantie, en plus. C'est lié à l'entretien du véhicule et jusqu'à quelques années, enfin avoir le kilométrage exact du véhicule, c'était assez complexe. Et en tant que loueur, lorsque l'on gérait les flottes, donc on avait cette information du kilométrage, soit justement en croisant les données à partir des données des cartes carburant, soit ou des périodes d'entretien, et puis en faisant des règles et simulations. Aujourd'hui, effectivement, ce qui change, c'est que le fait d'avoir cette donnée nous permet effectivement déjà de savoir exactement où en est le véhicule et d'être beaucoup plus proactif dans le service proposé au conducteur, de prendre rendez-vous. D'autant qu'aujourd'hui, les délais sont parfois assez longs dans les réseaux pour prendre rendez-vous. Et donc, plus c'est fait en amont, mieux c'est. Juste pour rebondir sur ce thème de la maintenance préventive, c'est vrai qu'on en entend aujourd'hui beaucoup parler dans tous les domaines industriels, notamment la partie véhicule roulante. Donc effectivement, il y a une première phase qui est de dire, en fonction de mon kilométrage, je dois anticiper ma maintenance, ce qui est un comportement tout à fait normal. La technologie permet un rappel, quelque part, une automatisation de ce système-là. Mais il y a aujourd'hui des technologies qui vont beaucoup plus loin et qui rejoignent la première partie de la discussion, à savoir la collecte des données et l'analyse permanente de données et la dérive par rapport à certains modèles pour dire là j'ai une pièce qui devient défectueuse et il faudra bien que je passe en atelier pour la faire réparer plutôt que de la subir quelque part. En général, ces dérives-là se traduisent de manière très très fine dans l'information. Il faut des algorithmes relativement intelligents, mais ça existe aujourd'hui sur le marché pour venir anticiper une panne, ne pas subir la panne, être proactif et effectivement pouvoir passer très tôt dans le processus de casse, je veux dire, du véhicule au niveau atelier.
Alors, là, on parle de la gestion de flotte en disant, voilà, on est capable de gérer, et puis on a des outils pour le gestionnaire de flotte, mais bien souvent, le gestionnaire de flotte est un peu aveugle par rapport à l'usage des véhicules. D'où la solution en fait, qu'on a développée. C'est-à-dire qu'en gros, le kilométrage, si. il va constater en fin de mois ou au fur et à mesure du mois, finalement, quel kilométrage il consomme et comment est utilisé le véhicule. Mais il a une image finalement qui est après coup finalement de l'usage du véhicule. Alors que l'usage peut évoluer, alors que l'usage peut changer en fonction du métier. Donc chez Answay, nous, ce qu'on a souhaité mettre en œuvre, c'est de dire finalement pour les flottes qui font de l'intervention ou la logistique, on est en capacité, en fait, puisqu'on connaît les parcours, on est capable de construire les parcours, on les construit au quotidien. C'est-à-dire on va implémenter finalement les contraintes du gestionnaire de flotte, qui sont sa loi de roulage, ses problématiques financières, s'il dépasse cette loi de roulage, etc. Et on va les intégrer clairement comme contrainte finalement dans la construction de tournées. C'est-à-dire que les tournées qu'on va construire vont respecter, bien sûr, et on va faire en sorte de respecter le métier, mais le coût global de la flotte va être minimisé. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que voilà, il y a un véhicule qui arrive en bout de loi de roulage, et ben on va faire en sorte de le pénaliser un peu plus dans la construction de tournée en termes de coûts pour construire finalement des parcours au quotidien qui sont les moins coûteux possibles. Donc grâce à ça, on est un peu prédictif finalement sur l'usage de la flotte et on appuie finalement le gestionnaire de flotte en disant donnez vos contraintes, on va faire en sorte, en fonction du métier, bien sûr, des nécessités du métier d'utiliser votre flotte, mais on va faire en sorte qu'elle coûte le moins cher possible au quotidien. Et peut-être pour donner une autre perspective sur l'entretien, qui est une préoccupation majeure des gestionnaires de flotte, à la fois pour des questions de coût, mais surtout des questions de disponibilité. Quand vous avez un camion qui tombe en panne à 1000 km de chez vous avec de la marchandise à bord et qui va être immobilisé 3 jours, en fait, c'est une catastrophe. Et donc, en fait, ce qu'on fait en Amérique latine, en fait, Edenred, on est le numéro 1 de la carte carburant en Amérique latine, mais on a développé plein d'autres services, comme la prise en charge de l'entretien des véhicules. Donc, en fait, on travaille avec tout un grand réseau de garages qu'on a agréés, en fait. Et on pilote la maintenance préventive. Et donc, pour anticiper la maintenance, on a directement accès au kilométrage grâce à nos cartes carburant, mais également grâce à des solutions de tracking des véhicules. Donc, on peut bien planifier l'entretien des différents véhicules. Et même quand c'est en réparation, parce qu'il y a eu un accident, un crash, etc., on sait orienter le véhicule vers le meilleur garage pour à la fois avoir le meilleur prix et la meilleure disponibilité. Donc en fait, les gestionnaires de flotte nous sous-traitent la prise en charge complète de l'entretien. D'accord, là on voit bien tous les services. Je me tourne vers vous. L'heure est venue de prendre des questions. Sinon, on peut continuer, mais n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a monsieur? Je vais vous passer un micro. Je vais passer le mien. Vous vous présentez si vous êtes conseil ou utilisateur. De Villerocher, start-up, anciennement inventeur mondial des GPS, 20 marques automobiles licenciées. Pas sans mal, puisqu'il a fait faire 12 actions en justice gagnées pour être payé. Moi, je pose la question non pas de la gestion économique, mais de la gestion humaine. Il y a quand même beaucoup d'accidents dans vos flottes. Alors que faites-vous? Pourquoi n'adoptez-vous pas Mobileye, qui déjà donne la possibilité d'avoir un comportement correct correspondant aux vitesses affichées sur les routes qu'il faut respecter et qu'on peut respecter grâce à Mobileye, grâce à la reconnaissance des bandes blanches, grâce à la reconnaissance des piétons, des bicyclettes, etc., et grâce à la distance de la voiture qui est devant. Alors, ce sont des matériels qui existent, à mon avis, sans concurrence. Cette société Mobileye, achetée par Intel il y a 2 mois, qui est achetée à 17 milliards de dollars, et vous l'introduisez dans les voitures neuves, mais pourquoi pas dans les voitures du parc? Car il y a 1 milliard de voitures qui roulent dans le monde. Merci, on a bien compris la question. Page de publicité pour Mobileye. Est-ce que vous l'utilisez ou pas, ou pourquoi pas? Non. Non, en fait, je ne connais pas. Alors, on ne l'utilise pas non plus. Enfin, je pense que vous parlez aussi des parcs de nos clients, en fait. Mais alors, non, on ne l'utilise pas aujourd'hui. Mais on fait des actions de prévention. Enfin, je veux dire, on accompagne ensuite nos clients pour faire toutes les actions de prévention pour optimiser justement l'usage du parc et réduire les accidents.
Si vous me permettez, je ne connais pas de compagnie d'assurance qui soit intéressée par la diminution des accidents puisqu'ils en vivent. Je ne connais pas de constructeur qui pose des écrans au bon endroit alors qu'il les pose latéralement et qu'on est obligé de tourner la tête et de faire des embardés. Donc on conduit mal à cause de tous les constructeurs du monde. Et troisièmement, enfin il y a d'autres choses à dire, les comportements sont extrêmement mauvais partout. Bien. Sur les accidents, on l'a évoqué, nous, ça fait partie des choses qu'on gère dans une flotte mobile. Enfin, le respect des limitations de vitesse est bien évidemment pris en charge par les systèmes de télématique qui peuvent générer des alertes pour le gestionnaire de flotte. Il y a également des programmes aussi d'éco-driving pour s'assurer que les gens conduisent correctement. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, peut-être pas suffisamment, puisqu'il reste effectivement des accidents, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites par les gestionnaires de flotte et les différents prestataires de services qui travaillent avec eux. Oui, bonjour messieurs. Louis Ravel, société Dimo Software. J'ai une question pour vous, monsieur Maurice Viau. Vous vous êtes présenté en tant que loueur longue durée français, reconnu d'ailleurs, et vous nous parlez de le fait que vous êtes intégrateur de solutions de mobilité. Et j'aimerais bien en savoir un petit peu plus, en toute transparence. Voilà. Oui, comme on peut le constater ici, c'est qu'en fait, les solutions de mobilité, on fait partie d'un écosystème. Et en tant que loueur longue durée, il y a des solutions de mobilité que l'on propose en propre, mais il y en a d'autres où on n'est absolument pas compétent. Et simplement, notre valeur ajoutée est de pouvoir les intégrer dans les gestions de flotte. Donc, et c'est à ce titre que nous sommes effectivement intégrateurs de solutions de mobilité, parce qu'en fonction des besoins de nos clients, eh bien, ce sont des services complémentaires que l'on peut proposer de manière plus globale. Vous pouvez m'en citer de solutions? Par exemple, effectivement, tout ce qui concerne la partie covoiturage, autopartage, donc ce sont des services que l'on propose aujourd'hui. Alors, on ne le fait pas par nous-mêmes en direct, mais on a des prestataires qui le font très bien. Et donc des partenaires, oui, qui le proposent. Ouais. Oui. Merci. Peut-être pour donner un exemple concret de nouveaux services également, nous allons lancer au début de l'année prochaine en Belgique un nouveau service pour les collaborateurs qui ont une voiture de société. Vous savez qu'en Belgique, énormément de gens ont une voiture de société parce qu'il y a un avantage fiscal extrêmement, on va dire, particulier. Et donc la réglementation belge va évoluer et permettre aux gens qui avaient une grosse voiture, qui vont prendre une petite voiture, voire plus de voiture du tout, de bénéficier à la place d'un abondement mensuel pour justement accéder à de la mobilité type taxi, transport public, etc. etc. Et donc on va lancer début 2019 une carte qui sera remise aux collaborateurs, chargée tous les mois. Et cette carte ne sera accessible qu'auprès de certains prestataires de transport. Et sera alimentée donc par ce montant qui sera lié à l'abandon de la voiture. Donc voilà, donc ça c'est très concret, ça arrive dans quelques mois. Soyez pas timide, hein, sinon bien. Sur les... Ah pardon, il y en a deux. On va poser ensemble, donc chacun. Bonjour, Julien Marty, lead développeur d'applications mobiles chez Mobility Green. Moi, j'avais une question, c'était plus savoir si vous croyez en la voiture autonome. Quel était votre point de vue par rapport à la voiture autonome Alors, les constructeurs y croient très fortement. Et donc, il y a aujourd'hui des investissements colossaux qui sont faits dans le développement du véhicule autonome. Là où on peut se poser la question, c'est à quel horizon, effectivement, ce véhicule autonome sera mis à la route. Sachant que dans les enjeux du développement du véhicule autonome, il y a un enjeu quand même qui est majeur, qu'il va falloir faire cohabiter les véhicules aujourd'hui non autonomes, les véhicules traditionnels, avec des véhicules autonomes. Et ça demande aussi quand même... c'est un enjeu vis-à-vis des infrastructures également en place. Alors, véhicule autonome, oui. La question en fait qui se pose, c'est à quel horizon ? Et peut-être, alors personnellement, j'y crois. En tout cas, je crois que la technologie va y arriver. S'il n'y avait que des véhicules autonomes, je pense que le nombre d'accidents et de tués sur les routes serait extrêmement inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. À mon avis, un des grands freins qu'on va voir au-delà de la maturation de la technologie, ça va être les sujets de responsabilité et d'assurance. Quand un véhicule autonome aura le choix entre, pour caricaturer, écraser un piéton qui traverse la route ou tuer le conducteur en l'envoyant dans le mur,
que va décider l'algorithme et qui sera responsable. Et donc là, on va arriver sur des sujets même éthiques, sociétaux extrêmement importants. Et à mon avis, on va avoir des années de débat avant de réussir à résoudre ces problèmes. Cependant, je pense qu'on peut s'attendre à une approche un peu mixte, garder la responsabilité au niveau du conducteur, qui garde l'usage final de son véhicule et qui par contre a une assistante d'autonomie permanente. Après, effectivement, aujourd'hui, les points de blocage, on le sait, c'est pas la technologie, c'est toute cette approche de responsabilité dans le contexte global d'évolution des véhicules. C'était tout à fait la transition que j'attendais, ou pas, mais en tout cas elle est là. C'est qu'effectivement, on va aborder les questions de responsabilité et d'assurance dans la table ronde suivante. Et je vous invite tous peut-être à nous rejoindre si vous avez encore le temps. Là, il faut faire une pause pratique, technique. Il est 14h51. Il n'y avait pas d'autres questions. Donc je pense qu'on a à peu près rempli l'agenda. On est d'accord ? Pas de frustration du côté de nos intervenants. On a quand même bien abordé tous les sujets. Eh bien, merci. Je crois qu'on peut les applaudir. C'était dense et concret. Et donc, effectivement, on va aborder les véhicules autonomes et toute la problématique juridique et assurance avec la table ronde, je ne sais plus le titre exact, mais je l'ai dans mon sac, que vous verrez affiché, donc à 16h. Je ne me trompe pas, c'est ça. À 15h, pardon. C'est ça, 15h.